Merci de nous rejoindre pour passer en revue l'actualité. Madame, Messieurs, bonsoir et très heureuse de vous retrouver pour le compte de votre émission que vous aimez bien suivre sur la chaîne France Antena. C'est les rendez-vous, émission sociopolitique. Pour ce soir, nous avons le plaisir de recevoir parmi les habitués de cette émission, c'est l'honorable Willy Michiki, qui est président de l'Union nationale des nationalistes, INANA en sigle, mais il a de nouvelles fonctions. Voilà, bonsoir. Honorable Willy Michiki. Oui, bonsoir madame. C'est toujours un grand plaisir de partager ce très beau plateau de l'antenne A. Voilà, vous avez de nouvelles fonctions. On va parler de l'actualité dans cette émission, comme je l'ai signifié tantôt, mais le 14 août dernier 2023, vous étiez élu président sportif de l'AS Kambacha de Goma. Quel est le sentiment qui vous anime après avoir, entre autres, cette responsabilité? Oui, le sentiment, c'est un sentiment d'abord de joie, puisque cela rentre vraiment dans ma vision. C'est vrai que j'ai été auparavant vice-président à l'époque que l'honorable Fait Tupassa Vena était président, j'étais son vice-président. Mais après avoir étudié la situation de l'insécurité qui sévit la partie orientale de notre pays, j'ai fini par comprendre qu'à travers les sports, qu'à travers les associations culturelles, nous pouvons arriver à réduire les risques de méfiance et rassembler les gens autour de la paix. J'ai fini par comprendre que le sport est un vecteur par excellence de réconciliation des peuples et de consolidation de la paix. C'est pourquoi lorsque j'ai pris la tête de l'équipe la plus populaire de la province, qui a déjà du Nord Kivu, ouais, qui a 222 000 fans rien que dans la province du Nord Kivu, 23 000 motards dans le Nord Kivu, dont dans la ville de Goma déjà plus de 2800 motards. Mais qu'est-ce que les supporters peuvent attendre de vous? Bon oui, d'abord je voudrais dire aux supporters que nous voudrions voir au-delà du sport, la joie que le sport nous éprouve, nous voulons la consolider et la traduire à une cohabitation pacifique, à une acceptation entre nous. Et c'est comme ça que lorsque j'ai formé mon équipe, moi-même je suis de Walikale au Nord Kivu, une ethnie qu'on appelle les radicaux, on appelle nous autochtones les radicaux. Mon premier vice-président est de Bandundu, colonel de la police de Sirkwa, qui est administrateur du territoire, assistant de Nyiragongo. Mon deuxième vice-président est de l'ethnie Hutu, Jacques-Claude Ndayambagé. Le troisième vice-président est de Maniema, le trésorier Nande, son adjoint, donc ainsi de suite. Et ce qui est intéressant maintenant, le président du comité d'honneur, qui est au-dessus. Là, ce sont les membres du nouveau comité de nouveau comité. Maintenant, le président du comité d'honneur, c'est l'honorable Jean-Charles Okotolo Lakombe, que vous connaissez, l'ancien ambassadeur, qui était là, qui vient aussi pour la contribution de la paix. Et son vice-président, c'est quelqu'un que les gens n'entendent plus parler, se demandent où est-ce qu'il est, c'est le docteur Bizi Makara, qui a été ministre des Affaires étrangères à l'époque des musées. Alors, nous pensons que, puisque ce qui nous tue chez nous, ce qui dérange, c'est la méfiance. On stigmatise, on a des Rwandais, alors que même les gens ici oublient. C'est pourquoi moi je dis, j'ai commencé la lutte, le combat contre la stigmatisation. Puisque parmi les mots qui rongent la partie orientale, même qui commencent à nous ronger aujourd'hui, Azamuteke, Azamuyaka, c'est la même chose. Je pense que l'exemple que nous avons commencé au Nord Kivu aujourd'hui, nous voulons l'étendre sur l'ensemble du territoire national pour briser les risques de division pour des raisons ethniques, pour des raisons de tribus, de ceci et cela. Puisque cela, c'est un exemple que nous avons commencé et qui marche bien. Aujourd'hui, nous sommes assis, les Hutus, les Tutsis, les gens de Bandundu, de l'Équateur, partout, autour d'une activité qui est le sport. Et lorsque nous nous découvrons, nous brisons toutes les barrières, les méfiances, et maintenant nous consolidons la paix. C'est pourquoi je pense que l'exemple qui se passe aujourd'hui à travers l'équipe Aspasbel, même ici à Kinshasa, je vis, lorsque les léopards gagnent, on ne connaît pas l'opposition, la majorité, c'est tout le monde qui se lève. Et nous pensons que cet exemple, je la recommande, parmi les solutions des renforcements de cohabitation, des renforcements de confiance,
nous recommandons le sport puisque voilà. c'est quelque chose qui réussit et qui peut être dupliqué partout à travers la République. Vous allez procéder comment pour que cette équipe puisse subsister contre vents et marées? Oui, d'abord, l'équipe existait depuis longtemps. Pendant moi, j'étais impressionné de voir des fans, comme les motards qui ne gagnent pas beaucoup, que chaque motard me dise que chaque semaine, il donne $1. $1, c'est beaucoup. Pour un motard, 2000 francs par semaine, ça fait presque 4 à 5 $ par mois, c'est beaucoup. Et cette volonté-là qu'il a pour soutenir son équipe, je voudrais que ces énergies-là soient investies dans la cohabitation pacifique, dans la coexistence entre les communautés, que nous puissions nous accepter mutuellement. Puisque même si nous arrivons à faire ça, je vous dis, madame, nous allons briser, puisqu'il n'y a pas une guerre aussi mauvaise que la guerre interethnique. Ce qui se passe aujourd'hui dans les grands Bandundu, et particulièrement à Maindombe, c'est exactement comme ça que ça a commencé chez nous. Avec comme détonateur les problèmes de Banyamulenge. Et ça s'est embrasé jusqu'à aujourd'hui, 2 décennies et demie après. Le pays est toujours instable et ça paralyse tous les pays. Et maintenant, aujourd'hui, vous savez qu'il y a des Teke au Congo-Brazza, il y a des Teke au Gabon. Moi, j'ai été impressionné de constater que quand j'ai rencontré pour la première fois le fait président Omar Bongo, il me parle en lingala, un vrai lingala, que moi-même, je n'aime pas les lingala de vacances qu'on appelle. Il me dit, moi j'étais jeune, j'ai traversé en pirogue Brazzaville pour venir à Kinshasa voir mes tantes. Les Bateke, c'est nous. Ce pays-là nous appartient. Alors, lorsque on va aujourd'hui, lorsque les Yaka, on les retrouve aussi au Congo, en Angola, et même une partie vers la Zambie. Alors, on risque d'interrégionaliser les conflits, comme c'est le cas aujourd'hui. Parce que le Rwanda, c'est quoi? Le Rwanda dit qu'il y a une ethnie toute minoritaire au nord. Mais on parle d'une main noire, parce qu'on est déjà dans la politique, on parle d'une main noire derrière tous ces conflits. Absolument, je le confirme. Je le confirme parce que chaque fois, à la veille des échéances politiques, même chez nous, il y a toujours des règlements de comptes. Il y a toujours des gens qui croient tuer les ficelles. Et là, ce n'est pas seulement à l'opposition, même à l'Union sacrée. Puisqu'à l'Union sacrée, il y a beaucoup de tops qui croient qu'en activant ce genre de conflits partout, on va empêcher les élections. Puisqu'il y a des Congolais les politiques ne veulent pas aller aux élections, qui estiment qu'ils ne sont pas prêts, ils veulent aller vers un glissement qui les amènerait au pouvoir. Et après avoir eu suffisamment de moyens, ils peuvent maintenant aller aux élections. Donc, j'attire l'attention de mes frères des grands Bandundu en particulier, que ce qui nous est arrivé au Grand Kivu ne vous arrive pas. S'il vous plaît, faites attention. Surtout les tireurs de ficelles, qui sont généralement des politiques, qui croient avoir des dividendes. Et là, on retrouve partout. Ce n'est pas seulement l'opposition, j'ai dit bien, même à l'Union sacrée, puisque nous avons beaucoup de tops à l'Union sacrée. Mais c'est vous allez pouvoir fragiliser les gouvernements provinciaux et les gouvernements nationaux qui sont censés régler cette situation. Parce que si la population de Kwamuntu est manipulée, alors pour mettre fin à ces conflits, il faut que les responsables provinciaux puissent prendre le problème à bras le corps et le résoudre. Oui, c'est ce que moi j'ai dit. Il faudrait aujourd'hui arriver à cerner les problèmes. Voilà. Et à dénicher les tireurs de ficelles. Parfois, il y a certains qui occupent certaines fonctions importantes. On a peur de les toucher. Or, lorsqu'il y a mort d'hommes, madame, ce n'est pas possible. Tout est parti, je crois, je peux dire au mois de mai. Mais ben, ça s'est accéléré au mois de juillet avec l'arrivée d'un certain Inafumu qui serait venu de l'Angola, qui s'est présenté comme le vrai roi de Yaka. Les gens l'ont dit, le service de l'État, administrateur du territoire, service de la NER, des polices et tout, l'ont même sécurisé, ne connaissant pas ses origines. Et du jour au lendemain, ce monsieur-là est porté disparu. Il paraît qu'il serait un Quinois qui serait venu de Kinshasa, monté par les politiciens d'ici. Et il est venu, il dit au Yaka, ça c'est son votaire. Mais présentement, là, comment se présente la situation? Le calme est revenu? Non, le calme n'est pas encore revenu, madame. Au contraire, même à Bagata, on constate qu'il y a des gens à morphologie bizarre qui s'invitent dans les conflits. Donc ça devient plus compliqué. Et là, ils utilisent des armes blanches?
Bon, jusque-là, c'était des armes blanches, mais maintenant, on utilise même des fusils modernes. Okay. Ce qui inquiète, on se dit, qui les alimente? C'est pourquoi moi je crois qu'il ne faudrait pas vraiment laisser la situation prendre de la place. Parce que nous, on a commis l'erreur au Grand Kivu de laisser la situation pourrir. Aujourd'hui, la situation a pris une autre dimension, à tel point que même les Rwandais, les pays voisins, s'invitent dans les conflits. Je ne voudrais pas d'aimer que les Congolais de Brazzaville, les Gabonais s'invitent à cette affaire, ou les Angolais, puisqu'ils estiment qu'il y a les leurs qui sont muselés au Congo. Donc on doit faire très attention, et j'en appelle une fois de plus. Je félicite le chef de l'État qui a abondé dans le même sens en dénonçant la main noire, mais j'estime qu'il ne faudrait pas seulement dénoncer, mais il faut sanctionner. Voilà. Il faut surtout aller à la source, puisque ces gens-là sont connus et ils se déplacent librement. Quelques plus hauts dignitaires aux arrêts, je cite, ils sont à Makala, je cite le lieutenant-général Yav Irung et le général Peter Chirumwani, on les accuse, ils sont retenus, on les reproche pour haute trahison et complicité avec l'ennemi. N'est-ce pas une façon, une occasion pour pouvoir nettoyer l'armée congolaise? Bon, d'abord, il faut dire qu'il y a toujours eu des malaises au sein de l'armée. Vous savez que cette armée, comment elle a été composée? Il y a eu beaucoup de mixages, les gens viennent de partout et d'autres, et cela pose un problème dans une armée moderne de fonctionnement. Mais ce qui est vrai aujourd'hui, que ces deux grands officiers, que je connais personnellement, puisque Chirimwami a été pendant longtemps TD, c'est le responsable de l'enseignement militaire à la région militaire du Nord Kivu. Yav, je connais Yav depuis qu'il est major, lieutenant-colonel, commandant des opérations à Rutshuru, commandant région, jusqu'à être à la tête de la zone de défense. Ce que je peux dire aujourd'hui, c'est vrai que tous ces officiers-là sont en contact avec les Rwandais, parce qu'il y a eu, on les accuserait entre autres d'être en contact. Ce sont des gens qui ont travaillé avec les Rwandais. Il y a eu plusieurs missions, les militaires rwandais ont été ici, nous aussi on peut les infiltrer. Mais à dire qu'ils ont trahi, moi j'ai des réserves. Je dis que ce sont des Donc ça devient un tabou de travailler avec ou de collaborer avec les Rwandais? On peut communiquer, on peut se parler au téléphone, il n'y a pas de problème. Mais lorsque vous voulez trahir votre patrie, votre pays, là ça pose un problème. Et surtout que les Yav particulièrement... Mais qu'est-ce que justifie qu'on les cite nommément? Qu'on les pointe un doigt accusateur? Oui, on les cite, mais il y a aussi un problème qui s'est passé, on n'en parlait pas assez dans les médias, et ça m'énerve sincèrement. Il n'y a pas 2 semaines, à Ituri, il y a eu des affrontements entre les FARDC, par erreur. C'est-à-dire que le commandement a envoyé le militaire pour aller attaquer les rebelles, alors que ce n'étaient pas des rebelles, c'était les FARDC. Et lorsqu'on a trouvé les cadavres, c'était des militaires des mêmes unités même. Et cela était le problème des commandements. Donc ça aussi, peut-être Chirimwami pourrait être poursuivi pour ça, le général Chirimwami, mais puisque lui, c'est lui que Yav finalement a remplacé comme commandant des opérations de Bunagana contre la confusion s'est créée à quel niveau? Non, c'est-à-dire que les deux ont été au front contre les M23. Alors, on a découvert qu'il y aurait des complicités entre les commandants et les M23. Parce qu'ils se connaissent, ce sont les mêmes gens, ils doivent travailler ensemble. Tous les deux là ont travaillé au Nord Kivu. Et les gens qui aujourd'hui dirigent les M23 sont des enfants du Nord Kivu, quasi majorité. Donc ils se connaissent très bien, ils peuvent collaborer. Mais ce que moi j'estime, que si vraiment il y avait complicité, le M23 serait déjà arrivé à Goma ou occuperait Rutshuru, du moins. Puisque à Bunagana, Djomba, il n'y a rien comme activité économique, rien du tout. Ils sont au contraire contenus. Honorable Willy Michiki, vous êtes optimiste, vous croyez vraiment que Bunagana sera récupéré sous peu? Oui, absolument, ce n'est pas la première fois. Les M23 sont restés dans les Tchandj, combien de mois? Mais ils ont fini par quitter. Et puis, je crois que les FARDC ont la capacité, sur le plan militaire, de déloger les M23. Mais le problème que les Congolais et les Congolais doivent comprendre, c'est que déloger les M23, c'est bon. Ils vont quitter, mais les dégâts collatéraux... Après avoir sucé tout ce qu'on a comme ressources dans cette justement, partie du pays... J'étais en train de vous expliquer qu'à Bunagana, il n'y a rien comme ça, toute économie, à part la douane.
Et les gouverneurs militaires, je le félicite, immédiatement après la chute de Bunagana, il a instruit les exportateurs d'utiliser la frontière de s'il n'y a rien, qu'est-ce qui fait qu'ils continuent à traîner là-bas, à traîner les pieds là-bas? C'est-à-dire que, en fait, Bunagana, c'est un symbole. C'est plus psychologique pour dire que nous occupons un village de la RDC. Mais les gens oublient que nous avons des villages plus importants que Bunagana, qui depuis des décennies, je dis bien des décennies, ne sont pas occupés par les pouvoirs publics. Tel que c'est vide-là. Vous allez aujourd'hui dans les Rwenzori là-bas. Il n'y a aucun militaire ni policier, ni même l'administration du territoire. 70% de mon territoire, le territoire le plus vaste du Nord Kivu, c'est Walikale. 23 500 km², la même superficie que les Rwanda. Seulement 70%, 30% est nous ne connaissons pas les intentions de l'ennemi. Il faut d'abord, avant d'avancer, d'aller plus loin, il faut commencer par quelque part. Et ils ont commencé par Bunagana. Et c'est comme ça que les FARDC ont fait un travail admirable de les compter. Vous savez que dans les techniques militaires, lorsque vous êtes un militaire en activité, on vous confine quelque part, vous perdez certaines même de vos capacités. Puisqu'ils croyaient qu'ils allaient marcher facilement sur Rutshuru, sur Goma, et aller même à Bukavu, Kisangani, Butembo, prendre des villes qui ont des revenus. Mais ils ont été surpris par la capacité de FARDC de les contenir. Alors, c'est pourquoi j'ai dit, si les commandants qui se sont succédés, que ce soit Chirimwami, que ce soit Yav Filemon, étaient de mèche avec eux, ils auraient dû pénétrer et entrer. Donc c'est pourquoi moi je doute de cette thèse-là, de complicité avec l'ennemi. C'est vrai qu'il y a eu des faillites, oui, puisque les gens aussi doivent comprendre qu'une partie de Bunagana et Djomba, c'est dans les parcs de Virunga. Et nous avons la mission de protéger les écosystèmes. La population de quelques villes de l'Est occupées, ainsi que les ressortissants toujours de ce coin du pays, réclament la fin de l'état de siège. Ils ont raison ou ils ont tort? Oui, je partage cette avis. Parce que les résultats ne sont pas palpables. Non, ce n'est pas qu'ils sont là. En tout cas, lorsqu'on fait le bilan aujourd'hui, le bilan est largement positif. Par rapport au début de l'état de siège et aujourd'hui, mais il y a un problème sérieux, puisque l'état de siège, ce qu'on ne voulait pas, c'était aussi qu'il s'accompagnait par les couvre-feux. Et depuis avant-hier, lorsque le Premier ministre Sama a quitté Goma, on a levé les couvre-feux. Là, je le félicite. Maintenant, puisqu'on avait levé les couvre-feux partout, sauf dans les deux provinces, au Nord Kivu et en Ituri. Aujourd'hui, le couvre-feu est levé en Ituri et au Nord Kivu. C'est une très bonne chose. Mais aussi, nous, politiques, nous avons été élus pour un mandat de 5 ans. Nous avons eu des promesses de campagne. Et parmi les promesses que le chef de l'État avait faites, notamment dans son discours annonçant la création de l'Union sacrée, c'était de permettre aux Congolais de la diaspora de participer massivement aux élections. Beaucoup de Congolais aujourd'hui ont une double nationalité. Alors nous comptons, nous, à l'Union sacrée, c'est notre souhait, de modifier l'article 10 de la Constitution. Or, on ne peut pas toucher à la Constitution si nous sommes dans un état de siège. Donc nous sommes obligés. Honorable Willy Michiki, vous, en tant que nationaliste et ressortissant de la partie orientale de la RDC, la paix à l'Est doit passer par quelle solution? Je pense que d'abord, aujourd'hui, les Congolais doivent comprendre que l'héritage, parmi les mauvais héritages que Kabila a cédé à son frère Félix Tshisekedi, c'est l'insécurité. C'est cet accord léonin de M23. Puisque Kabila a signé cet accord le 12 décembre 2013, il savait très bien que cet accord n'allait jamais être appliqué. 2012 plutôt, n'allait jamais être appliqué. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous allez constater que pendant 6 ans de règne de Kabila, cet accord n'a jamais été appliqué. Et plus grave, les réfugiés qui ne sont pas des combattants, qui sont des milliers qui se trouvent en Ouganda comme au Rwanda, n'ont jamais été rapatriés, alors qu'ils ont laissé derrière des bétails, des champs, des habitations. Et les enfants qui sont partis, qui avaient 5 ans et qui avaient 8 ans, 10 ans, des enfants, ils ont 18 ans, 20 ans aujourd'hui. Ce sont ceux-là
que les M23 recrutent aujourd'hui, en leur disant, si vous prenez les armes, vous allez vous battre, vous allez retourner chez vos parents. Avons-nous intérêt à les laisser dehors, ces innocents? Plus de 160 000 personnes ont été déplacées suite au conflit des M23. Donc nous sommes, nous, l'État responsable, on doit les rapatrier. Ça n'a rien avec les M23. Ce sont des civils comme vous et moi. Voilà, et des Congolais comme vous et moi. Les calmes est précaire à l'est de la République démocratique du Congo. Mais récemment, en visite à l'est, le chef de l'exécutif national a décidé de lever le couvre-feu dans la ville de Goma. Comment appréciez-vous cette décision de Sama Lukonde? Oui, je l'ai dit que c'était une très bonne décision parce que ça ne se justifiait pas. Mais au moment où le calme est précaire. Oui, même le couvre-feu n'a rien avec le calme. Ici à Kinshasa, avec le phénomène Colonna. Vous savez que moi je me sens plus à l'insécurité ici. Les inciviques opèrent beaucoup plus la nuit. Mais nous, non, même la journée. La preuve ici, les Colonna opèrent la nuit. Même à Goma, il y a eu beaucoup de crimes. D'ailleurs, la plupart des crimes qu'on a constatés, rien que dans la ville de Goma, c'est souvent entre 18h et 19h. Même parfois le matin, Ngezayo, mon frère, il a été abattu à 9h du matin. Et devant les tribunaux de grande instance. Un opérateur économique important, les maths en pleine journée. Donc ce n'est pas le fait que c'est la nuit que les opérations criminelles se font, non. Non, mais on n'allait pas me contredire que la situation est très dramatique. Madame, les problèmes c'est ceci. C'est la nuit que le pire arrive. Non, je demande à mon gouvernement, c'est bien de réclamer, de faire des objections, de condamner les agents de la police et consorts, mettons des moyens à la police. Est-ce que vous savez qu'il y a une ville comme ville de Goma qui a près de à peu près 2 millions d'habitants aujourd'hui à Goma. Il n'a que 4 véhicules de la police. Une ville de 2 millions d'habitants, qu'est-ce que la police va faire? Même la magie. Très insignifiant. C'est bien de demander aux gens, mais donnons les moyens. On a aujourd'hui un des meilleurs maires de la ville. Les moyens ne manquent pas, et ainsi de suite. Mais qu'on donne les moyens, oui. Mais on peut savoir là où les bas blessent, parce que les moyens ne manquent pas. Qu'est-ce qui crée la confusion C'est ce que j'ai dit, que les moyens, il faut que les cris d'alarme que nous donnons aujourd'hui, ce n'est pas seulement à Goma, même à Kinshasa ici. Vous regardez la police, le Kakasongo est animé de bonne foi. Il y a des hommes aguerris, mais qui ne sont pas véhiculés. J'ai vu même les policiers qui a tiré sur les colonnes là. Il était à pied. Vous donnez raison à la population qui pense que le gouvernement rêve ou réagit à pas de tortilles par rapport à la situation de l'Est et de la RDC. Non, le gouvernement fait son travail, mais il faut être conscient. Nous avons beaucoup de besoins maintenant. Mais moi, je pense, sincèrement, en ce qui me concerne, que les besoins sécuritaires devraient être parmi les priorités. Et comme c'est la priorité, il faut les moyens. Sans moyens, on ne peut rien. Comment les policiers... Aujourd'hui, au moins, on a une bonne chose, c'est que les gens sont payés régulièrement. Et on a amélioré les soldes des militaires comme aussi des policiers. Mais ce qu'il faut maintenant, il faut la logistique. Puisque sans logistique, on ne peut rien faire. J'insiste ça, ce n'est pas seulement dans ma ville de Goma, mais un peu partout au Congo, la police a besoin d'une bonne dotation. Les problèmes logistiques, ça se pose avec acuité à l'est de la RDC pour permettre le FARDC de réagir sans embâge. Mais ceux qui sont censés décanter ces problèmes, pourquoi ils font la sourde oreille? Vous n'êtes pas le premier politicien à déplorer la situation. Ils font la sourde oreille ou bien ils sont complices avec le Rwandais? Parce que nous risquons la balkanisation. Bon, je ne pense pas qu'il y a la complicité. Moi, je crois qu'il faudrait que les gouvernements de la République prennent au sérieux. Il y a parfois des fonds qui sortent, mais qui n'arrivent pas à destination. Il faut de suivi. C'est pourquoi j'ai toujours dit qu'il faut la réforme du secteur de défense et de la sécurité. Il faut faire même la purge, puisqu'il y a des militaires comme des policiers qui sont encore imprégnés du système odieux du kabylisme. Aujourd'hui, nous avons la vision Fachi. Cette vision de l'union sacrée, j'aimerais qu'elle puisse transcender tous les services de l'État, notamment l'armée et la police. Puisqu'il y a des gens encore aujourd'hui qui croient encore que nous sommes dans le kabylisme. Il faut diligenter des enquêtes pour comprendre à fond le problème qui ronge l'Est de la République démocratique du Congo. C'est ce que les autorités compétentes sont censées faire, mais apparemment ils sont ailleurs parce que une fois le pays divisé, je dis c'est ce qui devait préoccuper au plus haut point, mais apparemment ce sont plus les élections qui intéressent
le gouvernement actuel. Donc c'est le second mandat du chef de l'État qui préoccupe plutôt au plus haut point, alors que non, je ne pense pas, madame. L'ennemi avance et a d'autres stratégies. Hein. Je ne pense pas, madame. Je crois que l'organisation des élections est une obligation constitutionnelle. Les gouvernements en place... Dans quel climat il n'y a pas de... Quel que soit le climat, la Constitution est claire. Tous les 5 ans, nous devons aller aux élections. Quel que soit le climat. C'est pourquoi, justement, maintenant, vous avez souligné un élément, vous avez relevé un problème important. Okay. Justement, ceux-là qui ne veulent pas aller aux élections veulent justement polluer le climat politique, créer des conflits par-ci par-là, pour qu'il y ait des forces majeures qui nous empêcheraient d'aller aux élections. Voilà. Mais le chef de l'État l'a dit et l'a redit que nous devons aller aux élections. Les moyens doivent être mis à la disposition de la CNI conformément à la loi organique, à son article 6, puisque la CNI n'a pas de budget, n'a pas de petites quantités qu'on lui donne. La CNI, son budget, c'est en forme de dotation. Voilà. On doit doter la CNI avec les moyens. Le processus électoral, nous allons en parler. Êtes-vous pour ou contre la présence de forces régionales à l'est du pays? Madame, je suis pour, puisque nous faisons, et ce n'est pas un cadeau que les amis nous font, non. La RDC est un marché important, un marché de 98 millions d'hommes et femmes qu'on apporte à la communauté. D'aucuns parlent d'une surmilitarisation inutile. Pas du tout, puisqu'il ne faut pas faire l'amalgame. La mission, et là je félicite les gouvernements de la République et en particulier le chef de l'État qui n'a pas voulu tomber dans les erreurs du passé. Ici à Kinshasa, on a signé un accord sur le déploiement de forces spéciales avec une mission spéciale et précise. Ils n'ont qu'une seule mission: neutraliser les groupes armés réfractaires au processus de Nairobi. Ça c'est unique, il n'y a pas de... C'est pas comme la MONUSCO à observation, non. C'est la seule mission qu'ils ont. Donc vous rencontrez un groupe armé qui résiste, vous tapez dessus. N'est-ce pas qu'il y a il y a des accords aussi de trop, hein? Mais non, mais ça dépend les résultats ne sont pas probants. Mais ça, on ne peut pas mettre la charrue devant le bœuf, madame. Attendons voir. Au moment où je vous parle maintenant, si la constitution de cette force a pris du temps, il fallait 2 facteurs. Il fallait d'abord mobiliser les ressources nécessaires, dont notre pays, je suis fier de mon gouvernement, qui est même le plus grand contribuable dans cette force, dans ce déploiement. Mais dès aussi, il fallait analyser la capacité militaire d'un groupe armé important, qui est le groupe terroriste M23. Donc quand les gens sont venus, ils sont venus avec des armes et munitions capables de tenir face au M23, dont ils ont une idée sur leur arsenal militaire. Ce n'est pas comme la MONUSCO, au niveau le plus élevé d'Antonio Guterres, ils déclarent qu'ils sont incapables de faire face à un groupe terroriste. Vous vous rendez compte? Les Nations Unies, la puissance mondiale, incapable de tenir. Et nous allons leur démontrer que nous, Africains, nous pouvons nous taper la MONUSCO. Honorable Willy Michiki, la population pensait que depuis que le chef de l'État s'est prononcé du haut de la tribune des Nations Unies, par rapport, il y a un discours nationaliste, ça allait avoir des répercussions sur la situation de l'Est. Mais ça n'est pas la preuve. Regardez, le discours du chef de l'État... Bunagana, ça ne va pas de changement. La preuve, à cause de ce discours-là, Macron qui joue le double jeu, puisque Macron, la France aujourd'hui, préside le Conseil de sécurité. Et le rapport des experts des Nations Unies n'a jamais, ici la RDC, où on a montré noir sur blanc l'implication du Rwanda, n'a jamais été présenté au Conseil de sécurité. Et ce n'est pas possible que vous êtes une organisation sérieuse, vous diligentez une mission, la mission vous donne un rapport, vous ne voulez pas à discuter. Et Macron qui s'est gêné, qu'est-ce qu'il a fait? Suite au discours du chef de l'État, il a fait venir le président Kagame et le président Tshisekedi pour leur demander de pouvoir négocier sous sa médiation. Le président Tshisekedi méfiant, vous avez même vu la photo des familles qui étaient prises. Macron tuait la main comme ça à Kagame. Il voulait mettre l'autre main sur Félix, le président Félix a rejeté. Cette et il a tripartite, vous c'est un message fort.
cette tripartite, vous avez apprécié ça? Macron, Tshisekedi et Paul Kagame? Oui, c'est-à-dire que le président Tshisekedi pense que cette tripartite-là, ça valait la peine. Ce n'est pas mauvais. On ne refuse pas le dialogue. La RDC est disposée à dialogue. Mais un dialogue qui ne va pas compromettre les intérêts des Congolais et des Congolais. Un dialogue ne peut pas nous amener vers une balkanisation. Vous savez, au Soudan, c'était comme ça. Hein? C'est à partir des dialogues que le Soudan est coupé aujourd'hui en deux. Et regardez, aujourd'hui, ils ont perdu beaucoup. Donc, on ne faut pas que... C'est pourquoi nous ne sommes pas partisans de cette tripartite-là. On dit il faut négocier avec les Ougandais, les Rwandais. Là, non, c'est dangereux autour du M23. Le M23 n'a d'autre choix aujourd'hui que de quitter le territoire. C'est d'abord, il quitte et on négocie après. Mais Kagame aussi n'avait pas avalé sa langue. Il a parlé, il s'est prononcé, mais son discours, vous l'avez apprécié comment? Non, Kagame continue à dire qu'il n'y a rien qui soit insurmontable. Et qu'on peut toujours avoir la paix par toutes les voies possibles. Donc, il est pessimiste, il est optimiste plutôt de son côté, mais nous, qui sommes victimes, le Rwanda est serein. Il n'y a pas de rébellion au Rwanda, mais chez nous, notre problème, c'est d'abord l'occupation des troupes étrangères chez nous. Et lorsqu'on n'aura pas entendu ces discours-là, les Congolais continueront à se battre. Moi, je ne crois pas que les forces spéciales vont constituer une baguette magique. Non, pas du tout. Mais nous, FARDC, nous devons nous-mêmes nous préparer à sauvegarder les frontières nationales, à sécuriser plutôt les frontières nationales et notre pays. Voilà. Les amis viennent en apport, mais je ne crois pas qu'un Kenyan, un Tanzanien, un Burundais va mourir ici. Pour nous, c'est nous d'abord les Congolais. Mais l'avantage que nous avons, c'est que ces gens-là connaissent bien la capacité militaire de M23 et des puissances qui sont derrière eux, leurs parrains, avec eux, nous pouvons en découdre facilement avec ces groupes. Mais il n'y a pas que le M23. Lorsque nous regardons même aujourd'hui, les dégâts qui sont commis par Codeco tue plus que le M23. N'oublions pas ça. Alors voilà. Que c'est un groupe armé congolais. Voilà une précision. Il y a Vital Kamerhe, l'ancien directeur du cabinet du chef de l'État, qui était en caravane de la paix à l'Est pour prôner la réconciliation, l'amour et les pardons. Comment vous, l'honorable Willy Mishiki, vous jugez sa proposition, celle des négociations entre Ouganda, Rwanda, la RDC autour du M23? Moi, je suis contre. Et je crois que, si je ne m'en abuse pas, c'est aussi l'avis de l'Union sacrée. Lorsque notre gouvernement de la République déclare les groupes armés M23 comme un mouvement terroriste, toute discussion autour de ces groupes-là, pour nous, c'est de nul et de nul effet. C'est question de principe. Vital Kamerhe, il est cofondateur de l'Union sacrée. Son parti INC a des ministres au gouvernement de la République qui ont pris cette décision et qui en ont fait la leur. Comment peut-il imaginer, lui, de l'Union sacrée, qu'aujourd'hui nous puissions nous déduire? Et ce que j'ai dit, j'aime bien Vital, c'est mon pote, c'est mon frère, on a fait une bonne jeunesse avec lui, mais ce que je n'accepte pas chez lui, il est d'abord politique. Il fait une tournée aussi importante, caravane de la paix, sans effigie du chef de l'État, même pas comme chef de l'État visionnaire de l'Union sacrée, mais chef de l'État du pays, puisque toute initiative de paix qui écarterait Tshisekedi, pour nous, elle n'est pas la bienvenue. Donc, ça frise la trahison. Il joue double jeu ou quoi? Je ne vais pas entrer dans ce jeu-là, mais moi je fais les constats. Je n'ai pas vu d'effigie du chef de l'État, ça m'inquiète. Surtout lui qui fut son directeur de cabinet, son directeur de campagne. Je n'ai pas vu l'engouement de l'Union sacrée. Au contraire, j'ai vu plutôt les gens de l'opposition, et en particulier les partis PPRD. Donc, si je vous les gens qui accompagnaient Olive Lembe Kabila sont des gens qui accueillaient Kabila. Voilà. Si je vous comprends bien, Vital Kamerhe est en train de beurrer le chef de l'État les yeux. Bon, je ne veux pas arriver à cela, mais personnel. Bon, je crois peut-être Vital a été mal conseillé. Et je dis, il n'est jamais tard pour
présenter ou rectifier les tirs. Puisque Vital, c'est un animal politique. C'est une carte pour nous, l'Union sacrée. Et lorsqu'il se présente sous la couverture d'épée, ça c'est dangereux. Et il embrasse les ennemis, les adversaires de Kabila, de Tshisekedi, les potentiels et concurrents, ceux qui accompagnaient Olive Lembe dans la tournée, sont ceux-là qui sont avec lui. Moi je dis c'est dangereux. Mais n'est-ce pas qu'il faut approcher son ennemi pour comprendre son jeu? Mais l'ennemi s'est déjà déclaré. Je me rappelle Olive Lembe, quand elle faisait sa tournée au Nord Kivu, j'étais là. Elle disait tout haut, en Swahili, si vous votez pour le candidat de Kabila en 2023 ou Kabila, Vital sera libre. Il y a 2 ans, elle parlait déjà élection à l'époque. Donc Vital n'aura pas de raison juridique qu'on n'est pas encore en pré-campagne. Non, non, pas du tout. Vital, c'était de l'Union sacrée, un allié stratégique de Tshisekedi. Donc, comment vous ne pouvez pas parler même des élections de votre allié? Le chef de l'État doit se méfier et faire de moins en moins confiance à Vital. Bon, le chef de l'État, il a ses services. Moi, je ne travaille pas pour lui. Je crois que ce que moi j'ai constaté, les autres aussi l'ont constaté, mais nous devons être prudents et vigilants. À l'Union sacrée, il y a beaucoup de top. Je ne dis pas que Vital a trahi, mais je dis qu'à Vital doit comprendre qu'il est une carte majeure de l'Union sacrée. Le Vital, avec Modeste Bahati aujourd'hui, c'est une force dans les grands Kivu que les chefs d'État, sur lesquels le chef de l'État peut compter. Mais si aujourd'hui nous commençons à jouer les jeux doublés, nous commençons à faire des aides ou à chercher des alliances au nom de la paix avec nos adversaires annoncés, c'est dangereux. Parce que pour nous, moi je suis politique, madame. Moi, je suis politique, je ne vois que les intérêts politiques. C'est pas une chose. Pour moi, mon autorité morale Bahati m'a dit, Willy, bats-toi chez toi au Nord Kivu pour la réélection de Tshisekedi. Les 2% d'électeurs, nous voudrions au moins que au moins 8% votent pour Tshisekedi. Voilà, monsieur honorable Willy Michiki, merci pour cet éclairage. Vous soutenez le pouvoir, vous êtes membre de l'Union sacrée. Quel regard jetez-vous de la gestion de cet ensemble politique à la tête du pays? Bon, je dois vous dire, madame, vous savez, moi, je n'utilise pas la langue du bois. Il y a un malaise à l'Union sacrée. Nous avons beaucoup de tops à l'Union sacrée, des gens qui ont un pied dans l'Union sacrée et un autre pied dehors. Je suis convaincu qu'à l'annonce du calendrier électoral, d'ici la fin de l'année, au début de l'année prochaine, on va extraire les bons grés de livret. La CENI a précisé qu'on aura le calendrier électoral d'ici 2 mois. Oui, d'ici la fin de l'année. D'ici la fin de l'année, on aura... Mais vous appréciez comment le travail effectué par les bureaux de la centrale électorale? Non, excellent. Excellent pour l'organisation des élections. J'ai été surpris de voir en si peu de temps, malgré tout le retard, la CENI a abattu un travail excellent. Les élections seront organisées en temps réel et dans les délais. Dans les GP, avec tout ce que j'ai vu. Parce que je dis, le gros des activités, des opérations électorales sont déjà dans les pipelines aujourd'hui. Bientôt ici, peut-être le mois prochain, on commence déjà l'enrôlement et l'identification des Congolais. Non seulement les Congolais de l'intérieur, même pour la première fois, les Congolais de l'extérieur, dans les 5 pays choisis, notamment le Canada, les États-Unis, l'Afrique du Sud, la France, la Belgique, vont être enrôlés, identifiés, et non seulement ils seront électeurs, mais ils seront aussi candidats. Mais d'aucuns pensent que c'est une opération qui va prendre beaucoup de temps. Il fallait juste réviser le fichier électoral et la cartographie des bureaux de vote, par exemple. Non, déjà aujourd'hui, c'est un travail déjà fait, madame. Je vous dis aujourd'hui, on a les élections passées, on a eu 17 000 centres de vote. Aujourd'hui, nous en avons 22 000. Et ce qui est innovant, c'est qu'il n'y aura pas de Congolais qui se déplaceraient au-delà de 10 km de leur centre de vote. Dans un pays aussi vaste, c'est une bonne chose qu'il faut apprécier. Puisque s'il n'y a pas eu beaucoup de participation, puisque moi je prends le cas de chez moi à Walikale. J'ai eu certains de mes électeurs qui ont eu à faire 25 km pour atteindre les centres de vote. Voilà. Aujourd'hui, c'est inadmissible. Et une autre chose, une garantie, c'est que même pour la diaspora, par exemple, on ne peut pas être identifié ou enrôlé si on n'est pas reconnu par
l'ambassade doit avoir une carte consulaire ou un passeport congolais. Nous connaissons comment les passeports congolais s'obtiennent ici. Donc, il y a une rigueur, donc c'est pour dire qu'il y aura transparence. Et une bonne chose encore que je peux dire aujourd'hui, c'est que la carte d'électeur, comme je l'ai vu là, elle est infalsifiable et biométrique. Donc, puisqu'il y a aussi les empreintes des yeux qu'on va prendre pour vraiment sécuriser, c'est rassurer que ceux qui seront enrôlés, non seulement ils vont aussi bénéficier des cartes d'identité. C'est pourquoi nous parlons de l'identification qui s'est faite. C'est ça même l'avantage de couplage des opérations d'enrôlement et d'identification. Le message est passé. Nous allons clore cette émission, mais une toute dernière question avant de vous donner la parole pour le message chute. Ces derniers temps, on assiste à la grogne sociale, des grèves de médecins, des professeurs d'université, des fonctionnaires de l'État. Apparemment, il y a un malaise social. Comment faire pour la juguler? Bon, c'est tout à fait normal lorsque les gens ils voient aujourd'hui le budget de 14,5 milliards de dollars en perspective, ils voient les réalisations qui sont en train d'être faites au niveau de mobilisation des recettes, que tout le monde veut réclamer une augmentation des salaires. Mais les gens doivent comprendre que les augmentations doivent se faire d'une manière organisée et étape par étape, puisque sinon nous risquons de passer. Et aujourd'hui, nous avons des besoins sécuritaires. On a parlé de ça ici, puisque si aujourd'hui on fait des augmentations désordonnées, nous risquons d'avoir des problèmes et de ne pas être à mesure de répondre. Mais ce qui est bien aujourd'hui, au moins, à chaque secteur, il y a eu une augmentation des salaires et les salaires sont payés régulièrement. Au niveau des fonctions publiques, on a presque la moitié d'agents de fonctions publiques, des fonctionnaires, c'était l'effectif. Que les kabylistes ont mis, prenaient l'argent. Aujourd'hui, on a réduit. Cette masse d'argent-là qu'on donnait aux fictifs, on va les résorber, les répartir sur les gens qui travaillent normalement, et cela va avoir une incidence évidemment sur les paniers de la ménagère. Voilà, merci pour cet éclairage. Honorable Willy Michiki, un message particulier pour clôturer l'émission, s'il vous plaît, vous avez... Oui, juste pour dire, madame, que moi, ça me rassure du jour au jour. Les Congolais doivent comprendre que pour que le pays, aujourd'hui, trouve sa souveraineté, tant que les pères de l'indépendance nous le disaient depuis longtemps, il faut l'unité nationale. Vous pouvez aimer Tshisekedi, ne pas l'aimer. Nous avons plus que jamais maintenant de la solidarité nationale. Les discours du chef de l'État, un discours sans embâche, où j'ai vu Lumumba ressusciter, nécessite une unité autour du symbole de la nation pour dire non aux agresseurs, à tous ceux-là qui convoitent les ressources de la RDC. Honorable, une question qui m'a échappé. Vidi Chimanga, conseiller stratégique du chef de l'État en liberté provisoire. Vidi, le ministère public poursuit en charge et en décharge. La chambre du conseil qui a examiné son arrestation a estimé que Vidi peut bénéficier d'une liberté provisoire puisque sa fuite n'est pas à craindre. Et puis les dossiers pour lesquels il est poursuivi, ce sont des affaires qui sont passées à des arrestations fantaisistes. Il n'y a pas de preuves, il n'y a même pas de plaignants. Ce ne sont pas des arrestations fantaisistes. Pas du tout, puisqu'il a été arrêté au moins. C'est la volonté politique du chef de l'État qui s'est manifestée. Et je vous dis, pendant 18 ans de Kabila, aucun collaborateur de Kabila n'a été arrêté. Il a juste transité à Makala. Voilà un peu ça c'est par ici que nous mettons un terme à cette émission. Vous avez compris, on n'a pas péri en douceur. Il y avait beaucoup à se dire avec l'honorable Willy Michiki, qui est président de l'Union nationale des nationalistes INANA. Voilà, nous allons continuer prochainement. Vous avez aimé l'émission, remerciez la chaîne de référence Antena. Vous l'avez pris en cours. La rediffusion, c'est demain à 12h30, heure de Kinshasa. Il me reste qu'à vous souhaiter une très belle soirée à tous et chacun.